Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, j'ai le plaisir de vous présenter la dernière actualisation du plan stratégique 2023-2025. Commençons par le territoire. Une petite nouveauté, outre la Wallonie-Picarde et le Sud-Hainaut, la commune de Lens, depuis l'année passée, nous a rejoint, ce qui porte l'ensemble des communes à maintenant 31 au niveau de la zone de notre intercommunal. Je le dis chaque fois, la force d'IPAL, ce sont mes 418 collègues qui travaillent au quotidien pour l'environnement et pour le développement durable de nos territoires. Notre mission a changé, contribuer à un développement durable du territoire en proposant des services intégrés, efficaces et efficients. Notre organisation, vous la connaissez maintenant, nous avons en termes de management un comité de direction qui est composé de Cathy Imberex au niveau du pôle finance et des ressources humaines, de Bernard Verroy au niveau du pôle services aux collectivités, d'Alain Lefebvre pour le pôle outils techniques et l'IT, de Vincent Van Densel pour le pôle économie circulaire et juridique, et moi-même en tant que président du comité de direction. Lors de cette mandature, nous avons voulu clarifier les actions d'IPAL. Nous les avons classées, il y en avait plus de 500, et donc pour plus de lisibilité, nous les avons structurées en 3 axes stratégiques. Ancrer les territoires dans la transition énergétique, améliorer la résilience du territoire et changer les modes de consommation. C'est plus de lisibilité pour notre personnel, pour nos collègues, pour nos administrateurs, pour nos associés et pour l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de notre intercommunal. Ces 3 axes stratégiques sont encadrés par une balise forte, la sécurité. La sécurité de notre personnel, la sécurité des parties prenantes, des citoyens, des partenaires, des collecteurs, de toutes les personnes qui gravitent autour de l'intercommunal. Nous avons entamé il y a quelques années un changement de culture sécurité. Parlons sécurité autrement. On le voit dans les chiffres, mais également au quotidien sur le terrain. Ce changement de culture porte ses fruits. Il s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs sécurité qui sont chargés de propager la bonne parole, le parler autrement de sécurité, vraiment avec l'ensemble de nos collègues. Ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de continuer les exercices, les formations au quotidien, mais nous avons tous décidé, avec l'ensemble du comité de direction, de parler sécurité autrement, et j'en suis très fier. Le défi majeur pour notre intercommunal, c'est amener de nouveaux talents. Le service communication et le service RH développent une quantité d'actions impressionnantes pour essayer d'attirer les nouveaux talents. Alors n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour travailler pour l'environnement, pour le développement durable du territoire, eh bien, allez-y, rendez-vous sur ipal.be, nous engageons tous les jours. Premier axe stratégique du plan, améliorer la résilience du territoire. Dans la foulée des tristes événements, les inondations de 2021, la conférence des bourgmestres nous a demandé de réfléchir sur un diagnostic territorial de lutte contre les inondations. Avec 15 acteurs, nous avons arrêté un ensemble d'outils qui sont disponibles depuis maintenant un peu plus d'une année sur le site de l'ASBL WAPI 2040. Il appartient à tous les élus, anciens et nouveaux, et à tous les techniciens de se les accaparer. Rendez-vous sur le site de l'ASBL. Au sein intercommunal, pour nos propres métiers, nous avons développé de nouveaux services qui sont structurés en modules. Ça démarre de la fourniture d'avis en matière de gestion des eaux à la parcelle, jusqu'à une gestion proactive des réseaux, en passant par des modélisations. Pour ce faire, on s'appuie sur notre filiale CITV pour améliorer notre connaissance du cadastre des réseaux et également multiplier les inspections, les diagnostics pour améliorer et effectuer les travaux qui sont nécessaires. Au niveau du bureau d'études, nous avons développé un service étude hydraulique pour établir une cartographie d'aléas d'inondation par débordement des réseaux d'égouttage. L'objectif n'est pas simplement d'établir une carte, c'est de fournir des solutions aux autorités et aux administrations. Les solutions peuvent aller jusqu'à un redimensionnement du réseau d'égouttage ou même jusqu'à l'élaboration, la construction, la mise en place de zones d'immersion temporaire, comme vous voyez ici sur Rebais. Toujours en matière d'eau, la SPGE a défini un programme ambitieux d'investissement pour 2022-2027.
Vous le savez, nous exploitons plus de 50 stations d'épuration, mais ce n'est pas suffisant. La qualité de la masse d'eau de l'ESCO n'est pas dans un bon état, et donc nous devons amplifier ces efforts. La SPGE, via ce programme ambitieux, nous demande de construire encore une trentaine de stations d'épuration. Pour ce faire, la SPGE a besoin de moyens financiers importants. Il y a eu un petit ralentissement, que ce soit au niveau du plan d'investissement, mais également au niveau des PIC, des plans d'investissement communaux pour tout ce qui est travaux d'égouttage et de voirie. Maintenant, les budgets sont trouvés, le travail a repris et la concrétisation devrait se faire d'ici les prochaines années. Un projet qui nous tient à cœur également pour améliorer la qualité de la masse d'eau, c'est le projet Reuse. En quoi consiste-t-il? C'est utiliser les eaux de station d'épuration, le rejet des eaux de station d'épuration, implanter un traitement complémentaire, puisque l'eau qui sort de nos stations d'épuration n'est pas potable, bien évidemment, elle est juste apte à améliorer la qualité du cours d'eau récepteur. Mais là, on veut aller plus loin, implanter un traitement complémentaire pour fournir de l'eau au secteur agricole, au secteur domestique ou au secteur industriel. Le pilote devrait être implanté l'année prochaine sur une de nos stations d'épuration. Deuxième axe, ancrer les territoires dans la transition énergétique. On le sait, l'objectif premier de l'Union européenne et de tous les acteurs, c'est réduire nos émissions de CO2. Pour ça, on agit sur deux piliers, diminuer nos consommations d'énergie, et une fois qu'on a diminué les consommations d'énergie, utiliser tous les vecteurs pour produire de l'énergie renouvelable à la place d'énergie fossile. Ce que l'on fait pour nous, pour nos propres outils, stations d'épuration, Reciparc, unités de valorisation énergétique, nous le faisons également pour nos parties prenantes. Pour le citoyen, via Wapisol, où nous faisons des audits énergétiques et nous accompagnons les ménages jusque la réalisation des travaux et même jusque l'obtention des primes, puisque nous préparons les dossiers pour eux. Nous avons introduit auprès du gouvernement wallon une demande de poursuite de Wapisol, tellement ça a été un succès. C'est plus de 600 ménages qui ont fait appel à nous et on espère avoir de bonnes nouvelles pour l'année prochaine. Ce que l'on fait pour le citoyen, on le fait également pour les collectivités, avec notre service développement durable et avec notre service BTS pour la fourniture d'audits énergétiques et pour l'accompagnement de travaux de rénovation ou de construction de nouveaux bâtiments. Je remercie sincèrement toutes les collectivités qui font appel à nous. Vous avez ici quelques exemples, le hall Tournée Expo, la Laudrin, le lycée Plisny à Moucron, une chaufferie à Frasnes, il y en a bien d'autres, rendez-vous dans le rapport. On poursuit encore le développement de parcs éoliens. Vous savez, nous avons reçu le permis unique pour l'implantation du parc éolien sur le Buisnay, sur la commune de Pérouet. On poursuit nos études pour décarboner le procédé cimentier chez CCB qui est un partenaire historique de l'intercommunal. Et on prospecte encore d'autres zones qui seraient favorables pour l'éolien. On ne s'attaque pas, bien évidemment, qu'à l'éolien. On s'intéresse à tous les vecteurs du renouvelable. Premier vecteur, l'hydroélectricité. Alors, nous n'avons pas de mer en Wallonie-Picarde, mais nous avons des cours d'eau. Et à proximité de la station d'épuration de Froyenne, il y a une écluse. On profite de la chute, de la différence de niveau, de la chute d'eau, pour récupérer l'énergie qui est induite par cette chute, pour produire de l'électricité qui va alimenter la station d'épuration. Les travaux de connexion sont terminés et maintenant nous sommes dans les derniers aménagements pour espérer en 2026 avoir une connexion et une récupération d'énergie efficace. En termes de biomasse, nos bureaux de Froyenne seront équipés d'une chaufferie biomasse l'année prochaine et bien évidemment nous continuons à mettre en place des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de nos sites à ce niveau-là. C'est vraiment tous les vecteurs qui sont utilisés. Le travail est là, mais l'objectif est ambitieux. Vous savez que déjà, nous produisons 2 fois plus d'électricité renouvelable que ce que nous consommons d'énergie, tous vecteurs confondus. Ça n'empêche pas que les efforts doivent être poursuivis. Vous les voyez ici sur ces différents graphiques et vous voyez que tous les vecteurs sont utilisés. Il ne faut pas oublier en fait que le développement des énergies renouvelables doit se faire aussi dans une démarche éco-exemplaire. C'est un des leitmotifs d'IPAL, l'éco-exemplarité. Ce qui veut dire que sur tous nos sites, que ce soit
nos sites d'exploitation et donc les sites de production d'énergie renouvelable, nous devons avoir un regard attentif sur l'amélioration de la biodiversité. Pour ce faire, vous avez un panel d'outils qui sont représentés ici sur ce schéma. Les équipes travaillent au quotidien pour les implanter. Je m'en voudrais de ne pas parler de valorisation énergétique et d'économie circulaire pour faire la transition avec le prochain pôle. Nous ne devons plus opposer économie circulaire et valorisation énergétique. Ce schéma, c'est celui de l'Europe. Vous voyez ici les deux boucles de l'économie circulaire, la boucle minérale et la boucle organique. Le principe est toujours le même. On évite la production de déchets en faisant de la prévention, de la maintenance préventive, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, de la valorisation matière. Mais pour que ces deux boucles fonctionnent de façon optimale, il est nécessaire de sortir les éléments polluants, les résidus de tri. Et avec ces résidus de tri, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer leur contenu énergétique pour le valoriser dans des installations comme celle de Tumel. Et seuls les résidus d'épuration de fumée, qui représentent 4% du flux incinéré, termineront en enfouissement. Un petit focus en fait sur ce qui se passe à Tumel à partir de ce schéma. Nous recevons environ 400 000 tonnes de déchets résiduels, que ce soit des déchets municipaux, des déchets hospitaliers, des déchets industriels. Donc ce sont des déchets qui ne sont pas valorisables. À partir de là, on produit de la chaleur qui va être utilisée sur site, et chaleur qui va servir à produire de l'électricité. On produit bon an mal an de l'électricité qui correspond à la consommation de 70 000 ménages. Ce n'est pas négligeable à l'échelle de la Wallonie-Picardie. Ensuite, à partir des résidus d'incinération, nous allons récupérer les métaux ferreux et les métaux non ferreux qui vont être recyclés dans des filières. Et le principal résidu d'incinération, celui qu'on appelle le mâche-fer, va être traité pour finalement être valorisé en matériaux de sous-fondation après vérification d'une qualité environnementale et géotechnique. Sur le site de Tumel, deux projets majeurs. Le premier, le projet Octave, qui termine en fait sa phase pilote et qui sera industrialisé. Nous espérons inaugurer cette installation au printemps prochain. C'est quoi le projet Octave? L'incinérateur, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'électricité produite est donc constante. Par contre, la consommation, comme le citoyen, n'est pas constante. C'est clair que si je prends le citoyen, il va consommer plus le matin, à midi et le soir. L'industriel, il va consommer plus en semaine que durant le week-end. Et donc, quel est le principe? Nous allons mettre en place des batteries, pas n'importe quelle batterie. Nous allons mettre des batteries de véhicules électriques en fin de vie. On va les reconditionner et nous allons les placer sur le site de Tumel. Le principe, lorsque la demande du réseau est faible, nous allons stocker cette électricité dans les batteries et lorsque la demande du réseau sera importante, nous allons la réinjecter. C'est ce qu'on appelle le balancing. Deuxième projet, la mobilité. Alors là, nous avions un projet initialement de s'intéresser à la mobilité à l'hydrogène. Le principe était assez simple. Le camion poubelle arrive sur le site de Tumel, décharge et se fait le plein d'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Nous imaginions avec nos partenaires privés, les 4 partenaires privés qui ont participé au projet, Dufour, Renault, Veolia et Vaned, nous imaginions en fait que le vecteur électrique n'était pas suffisant pour amener une autonomie qui permettrait de compacter les déchets et de faire l'ensemble des tournées. Le développement des batteries est tel que les partenaires nous ont demandé de mettre ce projet au frigo dans l'attente de futurs développements et au vu du développement en fait, de ces batteries. Peut-être que nous n'aurons pas besoin finalement d'utiliser de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène et on récupérera le rendement. Et peut-être qu'on verra apparaître sur le site de Tumel des batteries de recharge pour charger nos camions électriques à l'avenir. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines années. Troisième axe, changer les modes de consommation. Vous le voyez ici sur ce schéma, sur le petit rectangle rouge. De 1994 à 2023, on a réussi le virage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. C'est clair qu'on recycle plus, on jette moins de déchets ménagers résiduels. C'est un bel effort.
Mais nous voulons être plus ambitieux. Ce que l'on vise, c'est diminuer la quantité totale des déchets municipaux. Celle qui correspond aux déchets municipaux résiduels, mais également celle qui est amenée au Reciparc en collectant porte-à-porte et qui est dirigée vers les filières de recyclage. Notre enjeu, c'est le zéro déchet, diminuer la quantité totale de déchets. C'est par ce biais qu'on arrivera à faire des économies et à amener un bénéfice pour l'environnement. Nos équipes sur le terrain ne ménagent pas leurs efforts. Vous avez ici quelques exemples: audit de gaspillage alimentaire, animation, sensibilisation, promotion du compostage individuel, promotion du compostage collectif. On organise également la transition sur nos propres outils, sur les Reciparcs, sur les parcs à conteneurs. Vous avez vu apparaître en fait la Material Box et la boîte à récup. En fait, ce sont des outils de collecte sélective, non plus pour être destinés à la valorisation, mais directement à la réutilisation via nos partenaires que sont les ressourceries, réutilisation pour le citoyen ou pour le monde industriel. Le zéro déchet doit s'appliquer également au niveau des jardins. Avec nos partenaires, les parcs naturels, le Natagora et de nos télés, nous avons fourni énormément de conseils à la population pour arriver à un jardin zéro déchet. Ces conseils sont simples d'utilisation et vous avez tous connu la campagne « Mon jardin, c'est le pied ». L'année prochaine, on poursuit et on espère voir des résultats et voir la quantité de déchets verts qui est amenée au parc à conteneurs diminuer. 2 projets phares du pôle économie circulaire. La maison zéro déchet devrait sortir de terre l'année prochaine. Nous attendons en fait confirmation des subsides européens, ça c'est fait, mais également des subsides wallons. Maison zéro déchet qui, pour rappel, sera implantée devant le zoning commercial des Bastions. On aura le temple du zéro déchet devant le temple de la consommation. L'autre projet, c'est la plateforme de préparation de plaquettes bois qui vont en fait servir à décarboner le procédé des cimentiers, toujours une collaboration avec CCB. Projet qui devrait être mis en service au début de l'année 2025. Les tests se terminent maintenant. Il y a 2 ans, le comité de direction et le conseil d'administration avaient proposé à l'Assemblée générale de constituer un fonds interne avec les réserves, les bons résultats des années précédentes. C'était une excellente idée, parce qu'on voit en fait que le coût du recyclage augmente d'année en année. Et ce fonds interne nous permet de limiter l'augmentation de la cotisation à sa seule indexation. C'est une indexation de 2% qui est appliquée sur la cotisation Reciparc, que ce soit pour la Wallonie-Picarde ou pour le Sud-Hainaut. La cotisation collecte en Sud-Hainaut est de 30 € par habitant. Petite surprise pour l'Assemblée générale, mais je l'ai promis au service communication, je ne dirai rien, rendez-vous fin novembre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'ensemble du comité de direction est à votre disposition sur l'adresse direction@ipal.be. Merci de votre attention, à très bientôt.